toujours un plaisir d'échanger avec nos collègues pharmaciens. On le fait beaucoup à l'hôpital et c'est bien de le faire dans les congrès. Donc, concept de fragilité, vous savez que c'est un concept qui n'est pas seulement qu'à la mode, qui est un concept très utile, qui doit s'affranchir certainement des modèles que vous avez peut-être vus, modèles de Fried, modèles de Rockwood, qui sont un peu enfermants et qui, à mon sens, doivent être vus beaucoup plus cliniquement, beaucoup plus larges. J'ai des liens d'intérêt comme responsable d'un centre de recherche clinique, avec Christelle d'ailleurs, sur le vieillissement, cerveau et fragilité, des projets académiques, des fonds de recherche de l'industrie et consultana pour l'industrie. Alors, voilà le modèle qui nous anime, nous gériatres, pour vraiment considérer le vieillissement normal et le vieillissement pathologique. C'est le modèle de Jean-Pierre Bouchon, qui considère toute réserve fonctionnelle. Ça peut être la réserve cognitive, la réserve de mémoire, mais ça peut être la fonction cardiaque, ça peut être la marche, l'équilibre. Il faut considérer toutes les fonctions somatiques, même psychologiques, avec ce modèle. Donc, si on vieillit sans pathologie, si le vieillissement est réussi, il n'y a pas de raison d'atteindre, avant notre belle mort par, on va dire, arrêt cardiaque brutal, d'atteindre une zone de fragilité ou une zone de dépendance, une zone d'insuffisance de l'organe ou de la fonction. Mais malheureusement, la vie n'est pas si simple et les maladies chroniques surviennent. Elles peuvent survenir tôt dans la vie, le diabète par exemple, ou l'hypertension un peu moins tôt, et puis plus tardivement, comme des lésions de la maladie d'Alzheimer par exemple. Et ces maladies vont induire une diminution des réserves fonctionnelles jusqu'à ce qu'on atteigne une zone d'instabilité, de fragilité qui nous exposera à des décompensations plus ou moins brutales et parfois atteindre une zone d'insuffisance, insuffisance cardiaque, des chutes à répétition ou alors un trouble cognitif majeur. Cela peut se décompenser brutalement à l'occasion de différents événements de la vie. Et par exemple, si la réserve est très élevée et que nous sommes confus, il faut une cause directe, une cause majeure pour causer la confusion. Mais si notre réserve est très faible, un petit facteur déclenchant, comme une grippe, peut provoquer une confusion, une chute, une poussée d'insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est vraiment notre modèle qui, pour nous, explique tout. On pourrait presque s'arrêter là quand on parle de fragilité, à mon sens. Donc c'est un concept qui se définit par une réduction physiologique multisystémique limitant les capacités d'adaptation au stress. C'est-à-dire qu'en vie quotidienne, la personne âgée se débrouille, elle est autonome, mais elle peut se décompenser par la prescription d'un nouveau médicament ou par l'arrêt d'un médicament qui était pris au long cours. C'est intéressant parce que c'est multicomposant et c'est composé d'items relatifs à la nutrition, performance fonctionnelle, les comorbidités, la cognition dans certains modèles, pas tous, et c'est prédictif de mortalité, de perte fonctionnelle, de dépendance, avec des prédictions qui sont relativement précises. Alors, je ne vais pas m'avancer vers les modèles, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut peut-être avoir entendu parler du modèle de Fried, du modèle de Rockwood. Fried, c'est très physique, nutrition, amaigrissement, vitesse de marche. Rockwood, c'est un modèle beaucoup plus complexe qui fait intervenir notamment la cognition, même les interactions sociales. En tout cas, lorsqu'on définit un patient ou une personne comme fragile, eh bien, c'est prédictif, et c'est bien montré par les différentes études, c'est prédictif de handicap, de perte d'autonomie, à moyen terme, en quelques années, ça dépend des études, mais ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans, de chute à répétition, d'hospitalisation, d'institutionnalisation et de mortalité. Voilà le modèle de Fried. Vous voyez qu'il est très physique, le poids, la vitesse de marche, la faiblesse musculaire, la fatigue, l'activité physique. Il n'y a pas de cognition, il n'y a pas d'autres paramètres. Il est assez puissant ce modèle quand même. On sait que quand une personne âgée va réduire sa marche, la vitesse de marche, eh bien, son pronostic fonctionnel est altéré. C'est un peu une voie finale commune, si vous voulez. Alors, si on se penche un peu plus sur la cognition, parce que c'est vrai que c'est finalement une des plaintes majeures des personnes âgées, 50% des plus de 50 ans se plaignent de leur mémoire. Après, il faut voir ce que c'est. Est-ce que c'est une plainte banale ou une plainte suspecte? Le vieillissement cognitif physiologique existe, on l'a vu avec la pente verte, il existe. Quand on vieillit,
eh bien, on a un lobe frontal qui est un petit peu moins fonctionnel, on gère moins les imprévus, on arrive moins à interrompre des tâches routinières, on a moins de flexibilité mentale, les capacités attentionnelles se réduisent. Mais ça, c'est normal. Mais tout ça va être influencé par notre forme physique globale, notre bon équilibre hydroélectrolytique, les médicaments, psychotropes, sédatifs, la fonction cardiaque, respiratoire, etc. Donc on a intérêt à tout faire pour préserver ces fonctions qui, de toute façon, physiologiquement, vont diminuer. On diminue la vitesse de traitement de l'information. On va moins vite. Quand vous parlez à une personne âgée au sujet de son ordonnance, il faut aller lentement parce que physiologiquement, elle va moins vite dans sa tête. On a moins de mémoire de travail, c'est la mémoire attentionnelle, la mémoire à court terme. On a moins de capacité d'attention sélective sur ce qu'on veut vraiment mémoriser. Donc tout ça, nous, en consultation mémoire, on est capable de faire la part des choses, normalement, entre un vieillissement physiologique et un vieillissement pathologique. Si on a moins d'attention, si on a moins de vitesse de traitement de l'information, on mémorise moins bien. Donc c'est normal qu'une personne âgée mémorise moins bien. Alors je suis obligé de passer vite sur ces modèles de maladies d'Alzheimer. Finalement, toutes les maladies neurodégénératives sont construites comme ça. C'est-à-dire qu'on a des lésions qui vont s'accumuler longtemps, 10, 15, 20 ans avant les premiers symptômes. Des lésions protéiques, c'est un peu une chance entre guillemets, parce que quand on parle de protéines, on parle d'antigènes. Si on parle d'antigènes, on parle d'anticorps et d'immunothérapie. Donc c'est vraiment les voies actuelles de recherche autour de l'immunothérapie qui ciblent ces protéines avant la perte neuronale. On essaye d'agir, je vous montrerai quelques exemples d'essais thérapeutiques, donc avant la perte neuronale. Donc on a un continuum lésionnel et puis on a un continuum clinique qui est décalé avec une plainte qui est décalée par rapport à l'accumulation de lésions, troubles cognitifs légers, c'est-à-dire le patient est encore autonome, et puis la démence. Et puis on a plein de marqueurs, je ne vais pas détailler, mais on a des marqueurs qui nous aident à construire le diagnostic. Malheureusement, le diagnostic actuel est très tardif. En moyenne, dans les pays occidentaux, les traitements sont symptomatiques. Si vous voulez, on parlera des traitements, mais il y a une controverse sur les traitements anti-Alzheimer. Nous, en 2 mots, notre position, elle est claire. L'effet est significatif, c'est une évidence de preuve de grade A. L'effet est modeste et c'est l'ensemble des mesures médicamenteuses et non médicamenteuses qui a une pertinence clinique. Ce n'est pas une approche isolée qui est pertinente. L'avenir, c'est de s'attaquer à ces maladies beaucoup plus tôt, avant que la personne n'atteigne la zone de fragilité, la zone de dépendance due aux troubles cognitifs, par des traitements spécifiques. Alors, je voudrais en venir à ça. Ce qui va raccourcir cette période asymptomatique, et vous voyez bien en pensant aux pentes, aux droites qui baissent, ce qui va raccourcir cette période, on peut passer de 20 ans de phase asymptomatique à 10, si tout le reste va mal. Si on est insuffisant cardiaque mal contrôlé, si on a un diabète qui est mal contrôlé, si on a une comorbidité inflammatoire, infectieuse, un cancer évidemment. Et le poids de l'ordonnance est extrêmement important, Christelle en parlera tout à l'heure. Le poids sédatif, le poids anticholinergique de l'ordonnance est très important. Quand on rajoute un xème médicament sur une ordonnance d'une personne âgée, il faut vraiment, vraiment avoir des bonnes raisons. Je le dis en tant que médecin, au-delà de 5-6 médicaments sur une ordonnance, on ne sait plus trop ce qu'on fait en tant qu'interaction médicamenteuse, ça n'a jamais été étudié. Et la moyenne, on a regardé en consultation mémoire au Centre Mémoire de Lyon, la moyenne des ordonnances en arrivant à la consultation mémoire, c'est 12 médicaments sur une ordonnance. Donc on a du boulot. Je passe ça parce qu'on n'a pas trop le temps. Donc en fait, nous, on va raisonner balance, réserve cognitive. Tout ce qui est bon pour la réserve cognitive, c'est la bonne hygiène de vie, activité physique, marcher, prendre les escaliers si on peut, régime alimentaire de type méditerranéen, huile d'olive, fruits, légumes, poissons, des interactions sociales, des interactions professionnelles. Et ce qui n'est pas bon, c'est la sédentarité, c'est la dépression, l'anxiété, les graisses saturées, etc. Et donc, on va voir tout au long de la vie des facteurs qui vont malheureusement alléger cette réserve cognitive, qui vont l'altérer. Et on va être plus exposé à des facteurs déclenchants qui peuvent être plus ou moins banals. Mais chez la personne âgée, ça peut être une fracture du col, c'est vraiment très fréquent, une hospitalisation. La douleur est un anti-mémoire, un anti-cognition. Et puis nos traitements.
Donc on raisonne toujours comme ça, la balance bénéfice-risque, et donc des risques des cofacteurs, et puis des bénéfices ou des risques de nos interventions, dont nos interventions euh, médicamenteuses. Alors, cette période de fragilité cognitive, on s'y intéresse de plus en plus cliniquement. On a un gros programme de repérage en médecine générale, gros plan d'accord de consensus avec les médecins généralistes au niveau du ministère, de la Haute Autorité de Santé. Il va y avoir un nouveau guide parcours. Donc on va repérer ces patients le plus tôt possible. Les consultations mémoire s'organisent. On a des marqueurs de plus en plus sophistiqués. Et puis l'imagerie est de plus en plus sophistiquée. Je vous montre ça. Vous connaissez l'IRM et l'atrophie peut-être sur l'IRM. Ça, c'est pas de l'IRM. C'est de la tomographie par émission de positons qui montre des dépôts amyloïdes, ces protéines de la maladie d'Alzheimer, longtemps, des années avant le moindre signe clinique. Et on est en pleine zone de fragilité. La personne décline un petit peu au niveau cognitif, elle ne s'en rend même pas compte, il n'y a même pas de plainte, et elle a déjà énormément de lésions, c'est en rouge et en jaune ici, de lésions amyloïdes sur lesquelles on peut intervenir. Et des premiers essais thérapeutiques médicamenteux de prévention vont sortir là en France, c'est déjà depuis quelques mois aux États-Unis. Et je ne vais pas citer l'industriel qui a pu obtenir l'accord de l'ANSM, mais on va commencer dans les grands centres mémoire français à proposer un essai de prévention face à une plainte isolée. La personne se plaint, les tests sont encore normaux, on va pouvoir randomiser anticorps monoclonal contre la protéine amyloïde ou inhibiteur enzymatique. C'est pas inéluctable tout ça. Si on intervient de façon interdisciplinaire surtout, et dans le vieillissement c'est très bien d'intervenir d'un point de vue médical et d'un point de vue pharmaceutique, médecin, pharmacien, c'est toujours vertueux comme collaboration. Bien, si on propose par exemple une consultation gériatrique en interaction bien sûr avec les pharmaciens, contrôle de l'ordonnance, beaucoup, ça fait partie vraiment de cette intervention. Eh bien, en périopératoire, on va diminuer l'incidence de la confusion, ces épisodes aigus de décompensation de la cognition. Donc, on peut agir là-dessus. Un petit mot sur la recherche. Vous avez la maladie d'Alzheimer, le stade asymptomatique, plainte isolée, troubles cognitifs légers, troubles cognitifs majeurs. Et vous voyez qu'on propose des molécules tout au long de l'évolution des lésions, même avant les symptômes. Et donc, ça, c'est des études en cours randomisées, contrôlées, de phase 2 et de phase 3, à laquelle la France a la chance de participer. Ça, c'est voilà. Chaque ligne est un essai thérapeutique. C'est très dynamique, c'est très interventionnel, c'est très, très, très volontariste. Alors quelques mots parce que je sais que on est tous concernés par les plaintes de mémoire finalement. Ça, j'ai pas le temps de détailler, mais c'est tout le processus de mémorisation. Ça fait intervenir de l'encodage, de l'attention, de la concentration, du stockage, et puis de la reformulation, de la récollection de l'information. Si on regarde l'épidémiologie nous dicte sur des conseils très simples pour optimiser notre réserve cognitive. Activité physique régulière, c'est pas le marathon, mais c'est au moins pour une personne âgée 2 à 3 000 pas par jour. C'est 1 heure de marche, aller faire ses courses à pied. Stimulation cognitive, c'est pas des exercices sudoku ou internet, c'est les échanges sociaux, professionnels si on est en phase professionnelle, interaction sociale. Alimentation, c'est clairement le régime méditerranéen. Tout ça est prouvé d'un point de vue épidémio et puis d'un point de vue physiopathologique. Éviter les toxiques, bien sûr. Un verre de vin par jour n'est pas associé à un surrisque de troubles cognitifs. Le sommeil, c'est un puissant moteur de la mémorisation. Les hypnotiques, vous le savez, vont donner une sensation de sommeil, mais vont désynchroniser les différentes phases du sommeil. Donc le patient se sent mieux parce qu'il a une sensation de sommeil, mais c'est une catastrophe d'un point de vue rôle fonctionnel du sommeil. Donc ça peut aider pour passer un cap, pour avoir ce sentiment de mieux dormir, mais c'est quelques semaines, voire quelques jours pour passer un cap. Si c'est au long cours, on ne fait pas bien, c'est sûr, c'est sûr. Alléger le poids de l'ordonnance, eh bien, on va en parler avec Christelle. On parle de sédation et d'anticholinergie beaucoup, mais pas seulement. Les anticholinergiques cachés sont nombreux. On peut ne pas les connaître. Alors voilà, on ne veut pas guérir de ces maladies. Enfin, on ne veut pas, on aimerait bien. Mais
on est quand même réaliste et on sent bien que cette pente jaune, là, si on prend la maladie d'Alzheimer, on ne va pas forcément guérir, mais on espère limiter la pente par des interventions multidimensionnelles, tous ensemble, pour éviter les décompensations brutales ou chroniques et atteindre ces zones vraiment de dépendance. C'est vraiment l'objectif à moyen terme. Voilà, je vous remercie.